Salut les sportifs connectés et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de nakan.ch. Dans cet épisode, on va parler de montres connectées, de montres de sport et puis de remplacement de ces montres de sport, sachant qu'on les remplace assez régulièrement parce que la technologie évolue. Mais est-ce qu'on les remplace pas aussi parce que les fabricants nous y incitent un petit peu beaucoup même parfois. Hermano, salut. Salut Greg, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que toi, tu utilises une montre cardio GPS pour t'entraîner ? Alors j'en utilise une et j'en ai utilisé quelques-unes, on va dire. D'accord, donc tu les remplaces régulièrement. Je les remplace régulièrement. Il y en a une, j'ai été obligé de la remplacer tout simplement parce qu'on me l'a volée, mais les autres, je les ai remplacées parce qu'elles commençaient à rendre l'âme. D'accord, et puis c'était à peu près après combien de temps que tu les utilisais qu'elles ont commencé à rendre l'âme ? Alors écoute, je sais pas si je suis dans la moyenne de tous les utilisateurs, mais en général, j'ai constaté qu'après 2 ou 3 années, 2 ou 3 saisons, ça commence à être difficile. Si on prend l'exemple de ma dernière Polar M400, elle commençait à me donner des données très très étranges en termes d'allure, pas forcément en termes de valeur cardiaque, mais par contre en termes d'allure, et c'est quand même l'objectif d'une montre cardio GPS, c'était assez folklorique. D'accord. Donc du coup, on peut imaginer que les fabricants nous incitent d'une manière parfois peu élégante à changer nos montres. En tout cas, c'est quelque chose que les lecteurs de nakan.ch me posent parfois comme question, ou en tout cas me font parfois comme remarque. Tel ou tel fabricant pousse à la consommation en sortant des modèles très régulièrement, ou alors telle fonction a disparu sur ma montre. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pousser le nouveau modèle, etc. Donc on va vraiment aborder différents aspects de l'obsolescence programmée des montres et puis aussi discuter un petit peu de la définition qu'on a chacun de l'obsolescence programmée parce que je me rends compte que tout le monde n'a pas forcément la même approche et la même définition de ça. Donc si on commence par définir l'obsolescence programmée d'une montre d'entraînement, pour toi, quels sont les signes que le fabricant va pousser à la consommation sur ta montre par exemple ? Écoute, j'ai envie de te dire que pour moi, le plus beau synonyme d'obsolescence programmée, c'est Apple, voire iPhone. Alors, c'est peut-être un peu osé de dire ça, mais je remarque que certaines fois, les montres se comportent un peu comme nos joujoux qu'on porte dans la poche et qui sont devenus des extensions de nos mains, où finalement certaines fonctionnalités, comme tu l'as dit, disparaissent, ou alors certaines fonctionnalités ne sont plus opérantes. Je citais tout à l'heure l'exemple des allures que me donnait mon cardio GPS. Voilà, c'est pour moi une fonctionnalité primordiale. Dans un cardio GPS, on doit avoir les informations cardiaques et on doit à minima avoir l'allure à laquelle on court, forcément après l'entraînement ou après la compétition, mais surtout en instantané, et c'est l'objectif d'un tel outil qu'on utilise pour s'aider dans l'entraînement. Donc pour moi, l'obsolescence programmée de nos montres de sport, pas forcément connectées, mais du moins de nos montres de sport, je dirais que c'est le fait que certains composants, certaines fonctionnalités s'abîment, disparaissent, ne rendent plus ne soient plus opérantes comme elles devraient l'être. Alors effectivement, là, on est vraiment sur la notion fondamentale de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que l'appareil cesse de fonctionner après un temps qui a été déterminé par le fabricant. Et puis, pour m'être renseigné un petit peu sur le sujet par le passé, on fait référence pour la première fois de l'obsolescence programmée lors de la création de l'ampoule à incandescence. Quand les premières ampoules à incandescence ont été créées, elles avaient un nombre d'heures de fonctionnement qui était quasiment infini. Et puis les fabricants d'ampoules à filaments se sont concertés et on dit les gars, on vend pas assez d'ampoules, donc on va s'entendre sur une durée maximale de fonctionnement. Donc le filament était fait de telle manière à ce qu'il crame après un certain nombre d'heures et c'était à peu près le même chez tous les fabricants. Donc ça, c'est vraiment la définition de base de l'obsolescence programmée, c'est que tout d'un coup ma montre, elle affiche plus rien ou elle affiche des données complètement aberrantes. Et puis d'un autre côté, on a vu un autre extrême, c'est les fabricants d'imprimantes qui ont un compteur à l'intérieur de l'imprimante, et puis après un certain nombre de pages imprimées, et bien tout simplement, ça refuse d'imprimer parce que le compteur a été dépassé. Donc honnêtement, j'ai jamais rencontré ça sur une montre cardio GPS, j'ai jamais rencontré un fonctionnement qui dirait qu'après 450 heures d'entraînement, par exemple, la montre s'arrête de fonctionner. Par contre, on peut imaginer que certains fabricants font pas leur possible pour que leur montre dure 10 ans, mais qu'elle s'arrête de fonctionner correctement après 3-4 ans. Je dirais que à l'heure actuelle, c'est quand même un peu compliqué de faire la part des choses entre l'obsolescence programmée et finalement une mise à jour, un push qui va
abîmer, qui va limiter les fonctionnalités de ton appareil. Parce que autant si on prend l'exemple du filament, on aurait pu dire que c'était de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire on programmait la fin d'un produit après un certain nombre d'utilisations, après un certain nombre d'heures ou un certain nombre d'allumages, qui était justifié, entendons bien, je parle de justifié d'un point de vue technique, par l'épaisseur du filament qui avait été réduit et qui avait été normalisé pour tous les fabricants. Autant maintenant, que ce soit pour nos smartphones, que ce soit pour nos montres, que ce soit, je sais pas, pour tous les appareils qui finalement vont être connectés et possiblement mis à jour, je pense quand même qu'on est plutôt sur un petit push d'un programme qui va limiter les possibilités, les fonctionnalités de notre appareil. Je sais pas ce que tu en penses, ou est-ce qu'on est vraiment, selon toi, sur de l'obsolescence programmée? Alors, après, ça dépend vraiment de ce qu'on entend encore une fois par l'obsolescence programmée. Moi, je pense pas maintenant que les fabricants se risqueraient à dire après 500 heures, cette montre, elle va s'arrêter de fonctionner. Ce serait prendre un risque énorme. On a vu encore Apple qui s'est fait épingler avec ses batteries dans ses iPhones et ça a fait un scandale. Et maintenant, plus personne ne s'y risquerait. Mais si on prend les 3 fabricants principaux de montres cardio GPS qu'on a en Europe, qui sont Garmin, Polar et Suunto, on a différents pistes qui pourraient nous faire croire que certains de ces fabricants ont quand même une politique d'obsolescence programmée qui est un tout petit peu plus vicieuse que simplement l'appareil ne fonctionne plus. Certains lecteurs de Nakan.ch m'ont dit Garmin, ils renouvellent leur modèle tellement souvent que ça incite à le remplacer. Pour moi, ça, c'est pas de l'obsolescence programmée dans le sens où l'arrivée de la Fenix 6 va pas rendre la Fenix 5 non fonctionnelle. On est d'accord. Ça va avoir une incidence marketing, ça va pousser le consommateur à avoir envie d'acheter le nouveau modèle, mais ça veut pas dire que l'ancien modèle fonctionne plus. Pour moi, de l'obsolescence programmée, c'est soit une régression fonctionnelle au niveau d'un modèle. J'ai acheté une Fenix 5 qui est censée me donner mon allure en GPS et tout à coup, on me dit, bah écoutez, il y a plus de GPS. Maintenant, c'est uniquement le cardio et le chrono. Ça, c'est clairement une régression au niveau de la fonctionnalité. Et un autre signe d'obsolescence programmée, ce serait tout d'un coup que l'affichage de la montre s'arrête ou qu'il devient quasiment illisible parce qu'il y a plus de contraste. Voilà, ça, ce serait ce genre de choses. On a rencontré sur la Polar V800 la vitre qui se décolle chez beaucoup d'utilisateurs, mais c'était après 3 ans et demi, 4 ans d'utilisation. Pour moi, c'est une durée qui est légitime pour une montre cardio GPS. La tirer 7-8 ans, pour moi, c'est demander un peu beaucoup par rapport à ce genre d'équipement qu'on fait quand même subir un certain nombre de contraintes importantes dans un entraînement typiquement de triathlon, quoi. Bah, puis d'autant que la V800 était une des premières montres de sport connectées, donc ce qui fait que c'était quand même une montre dont l'objectif était qu'elle soit portée du matin au soir, 7 jours sur 7. Ce qui fait que effectivement 3 ans avec une montre qui, alors toi qui es suisse, tu connais quelques marques de montres suisses, mais sans les citer, ce sont des montres qui sont increvables et c'est pour ça que certains fabricants se permettaient de les garantir à vie, sous réserve qu'on faisait les révisions régulières, etc. Je crois que c'était pas l'objectif de nos fabricants de montres de sport tels que Polar, Garmin ou Suunto. Mais c'était quand même des montres qui étaient portées au quotidien, en général pas uniquement pour un entraînement, mais vraiment tout au long cours, toute la journée, ce qui fait qu'effectivement, 3 ans et demi, 4 ans, ça peut être une durée appréciable. Après, oui, ça peut être une durée qu'on peut considérer comme suffisante, mais je pense que là, c'est un sujet sur lequel on arrive sur l'obsolescence programmée, c'est-à-dire on programme que après 3-4 ans, il y aura une fonctionnalité soit technique, soit logicielle, qui sera plus présente. Quand tu dis qu'il y a plusieurs utilisateurs qui se sont plaints d'un verre qui se décolle après 3 ans et demi, 4 ans, c'est un problème. S'il y avait eu la vitre qui se décolle une fois après 3 ans, une fois après 6 ans, une fois après 9 ans, on aurait pu effectivement dire, bon, c'est un problème dans la conception de la montre. Mais quand c'est tous plus ou moins en même temps, là, je pense qu'on est proprement sur l'obsolescence programmée. À contrario de ce que tu disais au début où ta montre, la Fenix 6 sort et on te dit la Fenix 5 maintenant il n'y a plus de GPS, ça pour moi c'est différent, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est une régression d'une fonction suite à la sortie d'un nouveau modèle. Oui, bon en même temps c'est quelque chose qu'on a rarement vu, voire quasiment jamais au niveau de ses fonctionnalités.
Oui, mais là on parle de montres de sport, donc on se concentre sur les Garmin, Suunto, Polar, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu chez eux, une telle régression. Par contre, si on prend la mise à jour logicielle, donc maintenant on a des montres qui sont entièrement électroniques et qui dépendent à 100% du logiciel qui sont à l'intérieur. Donc quand on achète une montre, on s'attend à ce que le logiciel soit évolutif, ou en tout cas que les corrections de problèmes soient suivies dans le temps. Donc là, on a une première approche de l'obsolescence programmée, dans le sens où si j'achète une montre maintenant, si dans 6 mois elle reçoit plus de mise à jour, et puis qu'elle reste avec les problèmes qu'elle a, on peut dire que le fabricant met pas tout en œuvre pour accompagner ses clients qui ont fait l'effort d'acheter son produit. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut parler dans ce cas d'obsolescence programmée? Non, on parle plutôt de support, de service client, de service après-vente. Là, on pourrait dire qu'ils maintiennent plus le logiciel de cette montre pour pousser à la consommation de la suivante. D'accord, mais on n'est pas sur la définition de l'obsolescence programmée. Pas la définition même, mais on pourrait dire que c'est une incitation un petit peu malvenue à choisir le prochain modèle. Quand on a dépensé 500 € ou 500 francs pour un modèle de montre, voilà, 6 mois après, on n'a pas forcément envie d'en racheter une autre. Donc, on s'attend à ce que le logiciel évolue. Et puis ça, je vais dire, les 3 fabricants qu'on cite sont des bons élèves. Hein. Garmin publie encore aujourd'hui des mises à jour logicielles pour la Fenix 3. Donc, on a eu la Fenix 3, la Fenix 3 HR, la Fenix 5, la Fenix 5+. Maintenant, on a la Fenix 6 qui va sortir probablement cette année. La Fenix 3, donc, qui est 4 générations en arrière, est toujours mise à jour chez eux. Polar a ajouté des nouvelles fonctions à la V800 3 ans après sa sortie. Chez Suunto, on a aussi un rythme régulier. Peut-être que les montres sont un tout petit peu moins suivies aussi longtemps, mais on a quand même un support régulier. Donc à ce niveau-là, moi, j'ai pas d'indicateur ou de warning à faire par rapport à ces marques-là. Par contre, ces montres, on les achète pour ce qu'elles sont elles-mêmes, mais elles sont aussi très dépendantes d'une plateforme en ligne. Typiquement, quand on va arrêter son entraînement, elles vont se synchroniser sur une plateforme sur laquelle je vais pouvoir analyser mes données. Et là, on a vraiment 2 mauvais élèves parmi les 3 qu'on citait tout à l'heure. Garmin, j'ai fait l'expérience il y a pas longtemps, j'ai ressorti un Edge 205 que j'utilise sauf erreur depuis 2004. Ça fait 15 ans. Je l'ai connecté à mon ordinateur, la dernière version de Garmin Express m'a synchronisé mes données dans Garmin Connect. Donc là, je veux dire, c'est louable. 15 ans d'utilisation et je peux toujours le synchroniser. Chez Polar, on a annoncé il y a quelques années la fermeture de Polar Personal Trainer pour mai 2018. Ça a fait un scandale incroyable sur la toile. Les gens ont dit, mais j'ai acheté ma montre il y a 2 mois et maintenant vous allez fermer la plateforme web, je pourrai plus synchroniser mes entraînements et ma montre, en fait, je pourrais plus que consulter mes entraînements sur la montre. Donc là, il y a une régression fonctionnelle grave. La montre, elle est marketée, elle est vendue avec une plateforme d'analyse d'entraînement en ligne et tout d'un coup, cette plateforme, elle ferme. Donc là, on a une problématique. Ah, je suis d'accord avec toi. Et puis si on parle de la synchro, je pourrais dire que quand je suis passé de ma M400, qui est quand même assez old school, à une Vivo Active chez Garmin, j'ai été très agréablement surpris. Hein, parce qu'avec la M400, alors déjà la synchronisation Bluetooth c'était compliqué, sinon il fallait la connecter avec le câble, c'était d'une lenteur et c'était compliqué. Maintenant avec la Vivo Active, elle est connectée au téléphone et elle se synchronise toute seule. Oui, ouais, effectivement. Mais bon, on est sur un autre sujet, mais effectivement, ça fait partie aussi des fonctionnalités aujourd'hui qu'on attend de ces montres. Donc, si demain ta Vivo Active, l'application elle est plus supportée, et puis que tu peux plus la synchroniser, qu'elle affiche plus les notifications, tu seras pas content parce qu'elle n'assure plus les fonctions pour lesquelles tu l'as acheté. On est bien d'accord. Et en fait, ce schéma de Polar Personal Trainer, donc Polar a repoussé la date de fermeture à fin 2019. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette année, au mois de décembre, la plateforme va s'arrêter de fonctionner. Donc si j'ai une montre qui est toujours basée sur cette plateforme, eh bien elle va devenir une simple montre sur laquelle je vais devoir consulter mes entraînements à la main et puis tenir un fichier Excel pour analyser mes entraînements parce que les logiciels de synchronisation ou les plateformes en ligne n'existeront plus. Et puis, un truc encore plus grave que j'ai vu par rapport à ça, c'est que Polar a certainement arrêté depuis longtemps de vendre les montres qui dépendent de cette plateforme Polar Personal Trainer. Mais juste avant d'enregistrer ce podcast, je me suis rendu sur un site de vente en ligne et on trouve toujours la RC3 GPS en vente à 200 €. Et cette montre, elle utilise que Polar Personal Trainer. Donc aujourd'hui, si quelqu'un qui est pas averti se dit tiens, la nouvelle Vantage de Polar, elle coûte trop cher, elle est plus de 400 €, etc. Je vais acheter ce modèle-là qui, moi, pour ma course à pied du matin, me convient très bien. Elle fait l'allure, la fréquence cardiaque et je peux analyser mes données sur la plateforme en ligne. Et puis, dans quelques mois,
le mec il se retrouve avec une montre qui est plus utilisable sur aucune plateforme d'analyse. Et là, je trouve vraiment dommage que Polar ait pas rappelé ses stocks ou que la montre soit pas vendue avec un énorme warning. Attention, cette montre, elle dépend d'une plateforme qui n'existe plus ou qui existera bientôt plus. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Polar pourrait faire des warnings un peu dans tous les sens et le problème c'est que comme tu dis ils n'ont pas rappelé leur stock ou alors même s'ils avaient voulu le rappeler peut-être qu'ils n'auraient pas pu le faire pour tout le stock existant et je pense que à ce niveau-là les plateformes de vente aussi ont une responsabilité parce que ceux qui vendent ces produits-là savent très bien que potentiellement dans quelques mois l'outil sera inutilisable et là on a finalement deux mondes qui se croisent, à la fois le fabricant et à la fois le vendeur qui est pas très honnête. Alors oui, effectivement, là il y a des responsabilités qui sont largement partagées, mais le fait est que le consommateur qui achète une montre et puis qui se rend compte dans 3 mois qu'elle marche plus, il s'en fout à qui elle est la faute. Ça je suis d'accord. Je veux dire là il y a et au final, il a acheté un produit Polar, c'est Polar qui retire la plateforme et pour lui ce sera Polar le responsable et puis il y a une chose qu'il va dire et la plupart des gens qui se sont retrouvés confrontés à ce problème de Polar Personal Trainer et puis qui ont eu l'annonce dans leur boîte mail, vous êtes gentils, vous êtes des braves clients mais achetez une nouvelle montre parce que votre montre elle marche bientôt plus sur notre plateforme. Les réactions qu'il y a eu sur le site et les réseaux sociaux, eh ben c'était moi Polar c'est terminé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais sinon, pour pas être trop à décharge contre Polar, tu as dit qu'il y avait deux mauvais élèves. Donc le deuxième, c'est qui? C'est Suunto? Eh oui, Suunto qui a annoncé exactement la même chose en début d'année. Donc Suunto base l'analyse et le téléchargement des activités dans le cloud sur sa plateforme MovesCount depuis bien longtemps. Donc depuis qu'on utilisait des montres Ambit ou ensuite les Spartan, etc. On synchronisait toutes ces données dans la plateforme MovesCount en ligne. Et puis au début d'année, Suunto, qui fait partie du conglomérat Amersport, a annoncé maintenant MovesCount, on va arrêter le support d'ici une année et puis on va bouger sur la plateforme Sport Tracker qui est une plateforme qui appartient également à Amersport pour faire une synergie dans le groupe pour utiliser les services de nos entreprises sœurs, entre guillemets. Le problème, c'est que cette transition, elle va laisser sur le bord de la route un grand nombre de fonctionnalités, alors pas dans les toutes dernières montres qui ont été vendues, parce que ça aurait été tellement contre-productif pour Suunto qu'ils peuvent pas se le permettre, mais les propriétaires de Ambit 2, de Ambit 3, qui en sont toujours très contents, qui l'utilisent au quotidien, eh bien ils vont perdre une grande partie de leurs fonctionnalités de suivi d'itinéraire, de configuration et de personnalisation de la montre, et ce genre de choses, ben voilà, ça va être perdu sur le bord de la route, et puis ces utilisateurs, qu'est-ce qu'on va leur demander? Bah acheter une montre d'un modèle plus récent, et puis ça pour moi, c'est clairement de l'obsolescence programmée par la plateforme qui est liée parce que Suunto, comme Polar pour les montres précédentes, vend pas sa montre toute seule, mais quand ils font le marketing et quand ils font la promotion de leur montre, eh bien, ils mettent clairement en avant. Ensuite, vous analysez vos données dans l'incroyable MovesCount et puis vous avez accès à tout ça. Et puis tout d'un coup, quand tu enlèves la moitié de ces fonctionnalités, bah, t'as plus acheté la même chose. C'est vrai que j'imaginais pas ça parce que vraiment pour moi l'obsolescence programmée c'est au moment de la conception du produit où tu te dis bon on va limiter son utilisation. J'avais pas forcément cette vision de on va limiter aussi l'utilisation de la plateforme. Alors peut-être pas au moment de la conception du produit, mais tu l'as dit dans le cours de la vie du produit, si on dit que bah, finalement le produit il est bien même s'il marche encore, on va quand même arrêter la plateforme qui sert à exploiter les données, ouais, on est sur de l'obsolescence programmée. Mais c'est pas gentil tout ça. Non, c'est pas gentil. Et d'autant plus que, alors de nouveau, moi je travaille pas pour Garmin et j'ai pas d'action chez eux et j'ai pas de préférence quelconque pour cette marque par rapport aux autres. Mais il faut rendre à Garmin ce qui est à Garmin. Quand tu achètes une Garmin aujourd'hui et que tu la connectes en USB à un ordinateur, tu peux accéder à tes fichiers d'entraînement, donc les fichiers .fit qu'on trouve dans la montre. C'est un peu technique. La montre, tu vas la brancher comme une clé USB ou en tout cas utiliser des outils qui sont disponibles pour accéder à sa mémoire interne et puis tu vas pouvoir accéder aux fichiers d'entraînement. Chez Garmin, je peux, mais chez Polar et chez Suunto, sans passer par leurs logiciels à eux qui sont fermés et qui fonctionnent que avec leur service, je peux pas extraire ces données. Alors chez Polar, c'est plus ou moins vrai parce que maintenant sur la V800, la M400, il y a des développeurs indépendants qui ont créé des logiciels qui permettent de récupérer ces fichiers, mais en tout cas, c'est pas Polar qui les propose et chez Suunto, il y a pas de solution. C'est-à-dire que soit tu as l'agent Suunto Link ou les générations précédentes de MovesCount Sync, etc. sur ton ordinateur pour télécharger les données, mais quand leur serveur
sont en panne. Et alors, chez Suunto, c'est un problème récurrent. Hein. Les utilisateurs se plaignent souvent. Quand leur plateforme est en panne, tes données, tu peux pas les exploiter. Tu peux pas les sortir de ta montre. Donc voilà, ça c'est aussi garder un petit peu le client captif. Garmin propose des outils de synchronisation, mais tu peux toujours aller grailler à la main dans ta montre pour récupérer ton fichier si vraiment t'en as envie, puis que t'as envie de te passer complètement de l'écosystème Garmin. Mais je te dis, je pense qu'on est assez proche du monde des smartphones, où tu as deux grandes marques, enfin deux grandes plateformes qui se battent. Une qui est extrêmement fermée et avec laquelle tu auras énormément de mal à récupérer tes données, sauf si tu passes par un jailbreak, et encore, c'est risqué, et en plus, c'est même pas la marque en question qui propose ces services-là, et une autre qui est dite beaucoup plus ouverte, où là, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses, installer plus d'applications, accéder au corps de ton appareil. Je pense que au niveau des montres, on est quand même un peu sur le même schéma. Après, c'est une question de choix, d'utilisation, et puis d'être alerte au risque que l'utilisateur encourt. Et c'est l'objectif de ce podcast, de leur dire attention, toutes les marques sont bien, certaines marques sont mieux que d'autres sur certains points, mais il y a aussi le point de combien de temps vous allez pouvoir utiliser votre appareil. Pas parce que vous allez vous en fatiguer à cause du battage médiatique et du fait d'être poussé à la consommation, mais aussi de par les limitations techniques ou logicielles qui sont imposées par les fabricants. Oui, tout à fait. Et on peut rendre aussi attentif au fait qu'aujourd'hui, dans les montres de sport, et alors ça, chez ces trois marques et toutes les autres, hein, j'ai jamais vu une montre de sport depuis 10 ans dans laquelle on puisse remplacer la batterie. Donc ça aussi, c'est un facteur limitant. Alors, si on se dit qu'on accepte de changer notre montre tous les 3-4 ans, on n'aura pas vraiment de problème, parce que la batterie, elle va avoir un nombre de cycles de charge qui sera limité, mais sur 3-4 ans, en général, on perd que peu de pourcentage de la capacité de batterie, et c'est acceptable. En tout cas, à mon sens, c'est acceptable. Par contre, c'est clair que si on veut l'utiliser 6-7 ans, la batterie va devenir un facteur limitant, parce qu'ensuite, quand elle commence à se dégrader, la batterie, ensuite, ça va aller très vite. Et on va perdre rapidement 30, 40, 50% de la capacité de charge, et c'est sûr que la montre prend de l'âge et elle va tenir de moins en moins longtemps, mais moi sur un Ironman je vais prendre de l'âge aussi et je vais faire de plus en plus de temps. Donc c'est deux courbes qui sont parfaitement incompatibles. Donc du coup voilà, il y a la batterie qu'on peut pas remplacer. Ça c'est commun à toutes les marques. Je pense pas que c'est fait dans le but premier de limiter la vie de la montre, mais simplement de les rendre le plus compact et le plus fine possible pour mettre de la batterie, comme dans les nouveaux laptops qui sont super fins, de mettre de la batterie partout où il reste un brin de place, et donc du coup ça fait que on a des formes de batterie qui sont absolument pas adaptées à un remplacement. Mais voilà, c'est un truc à prendre en compte aussi. Oui, puis je pense que d'un point de vue sécurité aussi, s'il devait y avoir une atteinte à la structure de la montre pour aller changer la batterie, comme c'est quand même des appareils qu'on porte quasi au quotidien sur soi, il y a quand même un risque d'une batterie qui fuit ou d'un appareil mal remonté. Ouais, ou qui s'enflamme. Hein. On a vu des batteries s'enflammer dans des smartphones, et c'est les mêmes batteries qu'on a dans nos smartwatches. Alors bien évidemment, la taille est plus petite, le potentiel de dégâts est moindre, mais une batterie qui s'enflamme sur ton poignet, le temps que tu défasses le bracelet et puis que tu t'en sépares, à mon avis, t'es déjà bien cramé. Donc et surtout quand t'es en stress. Alors, je garantis pas que j'arrive à m'en sortir indemne, mais franchement, je souhaite ça à personne et j'espère que ça arrive pas. Mais voilà. Donc, une montre qui protège sa structure. Et puis, quand j'ai une Garmin Fenix au poignet avec un boîtier en métal, je me dis que je suis peut-être un tout petit peu plus sécurisé que à travers une trappe en plastique qui est faite pour s'ouvrir pour aller remplacer la batterie facilement derrière. Enfin, voilà. Donc, mais à ce niveau-là, voilà. Je pense pas que les fabricants jouent sur le fait de pas remplacer la batterie pour rendre les montres obsolètes. Par contre, au niveau du bracelet, ce genre de choses, on peut en discuter. T'as eu la M400 qui, je pense, était la montre la moins bien conçue au niveau du bracelet qu'on ait trouvé sur le marché depuis 20 ans. C'est-à-dire que on trouvait pas du tout de bracelet de remplacement. Il fallait passer par Polar parce qu'il avait une forme qui était tellement particulière que on le trouvait que chez eux. Et puis, il devenait très rapidement moche, faut dire ce qui est. Ouais, alors moi, ma M400, je l'ai très peu utilisée comme une smartwatch parce que je trouve que les fonctionnalités qu'elle apportait n'étaient pas au rendez-vous à l'heure des Apple Watch ou d'autres montres. Donc du coup, j'avais une montre classique au poignet et je prenais ma M400 uniquement quand j'allais m'entraîner. Donc déjà, ça a réduit un petit peu, ça a augmenté la durée de vie du bracelet. Après, oui, le bracelet est très moche, mais comme je te dis, je la portais pas au quotidien et donc, je l'utilisais au quotidien pour aller courir, pour mes entraînements, mais je la portais pas comme une montre pour sortir au quotidien. Donc, je me fichais un peu de la tête qu'elle avait. Mais si j'avais dû la porter régulièrement, j'en aurais presque eu un peu honte. Ouais, on est d'accord déjà au niveau du design. Et puis en plus, moi, je trouve que ce bracelet qui était en fichier
qui entourait carrément le boîtier de chaque côté. Ah ouais, c'était un seul et même bloc. Voilà. Et au début, alors la montre toute neuve, c'était assez joli, ça faisait un ensemble homogène. Mais par contre, le bracelet, le caoutchouc du bracelet ne s'usait pas de la même manière que le reste du boîtier, et ça faisait vite un truc moche. Et en fait, moi, je m'en rends pas compte de ce genre de truc quand je fais des tests. Alors parfois, les lecteurs me reprochent ce genre de truc, mais c'est compliqué parce que moi, j'utilise la montre 4 semaines et puis je la renvoie. Donc c'est impossible de détecter une usure de 6 mois pendant 4 semaines. Enfin voilà, je peux juste pas le détecter. Mais je m'en suis rendu compte avec des connaissances autour de moi qui avaient acheté cette montre et qui l'utilisaient au quotidien. Bah, avec le temps, je me suis rendu compte que ça venait moche, quoi. Mais après, il faut quand même bien rendre à Polar ce qu'ils ont su faire. Avec la M400, c'était une montre très bon marché parce que même avec le capteur cardiaque, maintenant, on la trouve à quoi, 150 € ou 150 francs suisses, quelque chose comme ça? Alors la M400, je pense qu'à la fin, elle était dans ces tarifs-là. Je suis pas sûr qu'on la trouve encore maintenant avec les nouvelles générations de chez Polar. Ouais, elle a peut-être été retirée de la vente il y a quelques mois, mais bon, on la trouvait encore à 150 €, ce qui, ouais, quelque chose comme ça, à l'époque, surtout quand elle est sortie, était vraiment un tarif d'appel pour des montres cardio GPS. Parce que, je sais pas si tu te souviens, moi quand j'ai acheté ma première M400 il y a 4-5 ans, tu trouvais rien en dessous de 300 € ou 300 francs, donc c'était déjà un beau prix d'appel. Donc forcément, si tu es conscient du prix des autres appareils versus celui-ci, tu dis bon ok, la qualité est peut-être pas au rendez-vous en termes de rendu, mais vu le prix que je l'ai payé, moi je trouvais qu'elle faisait très bien le job. Jusqu'à ce que je commence à avoir des problèmes, et en plus qui sont tombés pendant ma grosse prépa marathon. Donc là, j'étais vraiment pas content. Et je t'assure que Polar, j'y retournerai plus. Ouais, bah voilà. Faire un tarif hyper agressif, mais avec une montre de mauvaise qualité, c'est le risque que tu viens de décrire. C'est, voilà, j'ai connu Polar, mais malheureusement, j'y retourne pas parce que la qualité était pas au rendez-vous. Donc peut-être que c'était pas forcément le bon pari en fin de compte. C'est sûr. Maintenant, je teste ailleurs et j'ai changé de crèmerie et j'en suis plutôt content pour l'instant. En ce qui me concerne, on a fait le tour un petit peu de la question sur l'obsolescence programmée. Donc ça peut vraiment prendre plusieurs aspects, hein. On résume ce dont on a parlé, c'est l'obsolescence programmée de l'appareil lui-même, donc qui va tomber en panne après une durée qui est déterminée. À mon avis, il n'y a plus aucun fabricant aujourd'hui qui prend le risque de le faire de manière trop visible. Parce que si ça se voit, ils vont vraiment prendre très cher. Ouais, et c'est pour ça que je te dis, je pense que ça passe plutôt par des mises à jour où ça push après un nombre d'utilisations, que il va y avoir quelque chose qui va sauter. Mais je pense pas que ce soit programmé dès le début à la conception du produit. Non, je pense qu'ils prendraient plus ce risque-là. Après, ça peut être aussi par l'absence de mise à jour ou la suppression de fonctionnalités. Donc, je te disais en début de podcast que la suppression de fonctionnalités, c'est quelque chose que j'avais jamais vu sur le marché. En fait, c'est pas vrai. Alors, c'est pas une montre connectée, mais je sais pas si tu as entendu l'affaire de Withings qui s'est fait racheter par Nokia puis qui est redevenu Withings par la suite. Oui. Quand Withings a été racheté par Nokia, sur une de leurs balances connectées, Nokia a supprimé des fonctionnalités et je crois que c'était typiquement la mesure de la fréquence cardiaque à travers la balance. Et ça, c'est une régression de fonctionnalité. J'achète une balance qui propose cette fonctionnalité et lors de la mise à jour suivante, hop, elle le fait plus. Donc ça, c'est vraiment aussi de l'obsolescence programmée parce que on peut imaginer qu'ensuite, on va dire, bon, mais écoutez, le nouveau modèle fait la mesure de la fréquence cardiaque. Puis on va, bah voilà, moi j'ai acheté ce modèle qui le faisait, maintenant il le fait plus. On me pousse vraiment à la consommation, vous me prenez un peu pour un con, quoi, franchement. J'ai toujours tendance à être un peu crédule. C'est-à-dire, est-ce que Nokia a coupé cette fonctionnalité des balances Withings parce que ils avaient une limitation technique, ils étaient plus en mesure de gérer cette mesure avec les balances, ou est-ce que c'est vraiment une régression de fonctionnalité qu'ils ont programmée, qu'ils ont enclenchée pour pousser à la consommation vers la nouvelle balance? On peut se poser la question, hein. On peut leur laisser le bénéfice du doute. Maintenant, pour le consommateur, que ce soit l'un ou l'autre, ça reste une régression de fonctionnalité, quoi. Donc moi, si je suis acheteur, que ce soit une limitation technique ou une volonté crasse de me faire changer d'appareil, ça change rien. Je suis pas content et je sais qu'en tout cas, la division santé de Nokia, j'ai plus envie d'en entendre parler. Et finalement, au niveau du maintien de la clientèle, c'est perdu. C'est peut-être pour ça que Withings s'est racheté elle-même. C'est probablement aussi pour ça, ouais, parce que Nokia avait peut-être mal géré le truc. Donc on a parlé d'obsolescence programmée pure, on a parlé de régression de fonctionnalité, on a parlé aussi de fréquence de mise à jour. Donc ça, on rappelle, hein, Polar, Garmin, Suunto, pas de problème particulier à signaler, hein, les montres sont quand même maintenues à jour en général assez longtemps, en tout cas sur une durée relativement correcte, et puis les problèmes graves en général sont corrigés quand c'est possible. Et puis
puis la dernière, c'est les plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, on l'a vu. Par contre, là, il y a un bon élève et il y en a deux qui sont en ce moment un petit peu dans la tempête. Et c'est Polar et c'est Suunto qui abandonnent certaines plateformes et certaines fonctionnalités pour des montres qui sont pas forcément encore très vieilles. Ouais. Et du coup, ta recommandation là-dessus, ce serait quoi? Que tout le monde change de crèmerie, qu'on lance une class action comme ça se fait aux États-Unis pour donc action de groupe pour combattre ces fournisseurs, ces fabricants qui programment ou qui enclenchent une obsolescence ou une régression de fonction, ou tout simplement prendre son mal en patience et puis attendre que la montre décède complètement et qu'on passe à autre chose. Non, c'est simplement faire son choix de manière éclairée. Donc on a parlé de plusieurs aspects ce soir et je pense que c'est bien de les porter à la connaissance des gens pour que au moment où ils font leur choix sur leur montre, qu'ils aient aussi toutes ces cartes en main. Après, moi je vais pas forcément recommander d'aller sur le modèle Garmin XY parce que leur plateforme elle est là depuis 10 ans. Si j'achète aujourd'hui une Polar Vantage et qu'elle se synchronise avec Polar Flow, j'ai la quasi-assurance que Polar va maintenir cette plateforme pour les 5 prochaines années. Il y a aucune raison qu'ils changent et qu'ils laissent tomber leurs clients d'ici là. Après, c'est sûr que si je veux une montre qui va me durer 6-7 ans, là, il faudra peut-être prendre un petit peu plus de précautions au niveau de l'historique. Et puis, comme je le disais précédemment, de pouvoir accéder soi-même à ses propres données sur la montre. Et ça, c'est pas possible sur toutes les montres. Et typiquement, chez Suunto et chez Polar, c'est pas possible. Donc là, clairement, je privilégierais le choix d'une Garmin ou d'une montre d'une autre marque, mais qui permet d'accéder directement aux données sur la montre. Tu me déçois quand même, Greg. Je t'ai lancé une de ces perches. Moi, j'attendais à ce que tu me dises, écoutez, chers auditeurs, le plus simple, vous allez sur nakan.ch, vous vous abonnez à ma newsletter, et puis vous allez recevoir à chaque fois les tests que je fais, vous aurez un tableau comparatif de tous les modèles, et vous pourrez faire votre choix le plus éclairé possible. Mais tu crois qu'il y a encore besoin de le dire, ça? Effectivement, t'as bien rebondi. Oui, alors en tout cas, moi, je pense qu'on a fait le tour de la question que je me posais et puis que j'avais envie de partager avec nos auditeurs. Et puis, je pense que ce sujet, voilà, il a été traité de manière assez approfondie, en tout cas par rapport aux connaissances que j'ai là-dessus sur ce moment. Ouais, qui sont quand même pas mal. On rappelle Grégory, donc alias Nakan, qui maintient à jour un blog où tu fais très régulièrement des tests de tous les derniers modèles de montres de sport et pas que, et où tu donnes ton avis sur tel ou tel produit, avec la limitation liée au fait que quand tu testes un produit, c'est pour quelques semaines et donc tu l'as pas au long cours pour utiliser dans le cas où ça vieillit pas forcément bien. Voilà, malheureusement, j'ai pas ce recul sur toutes les montres parce que, comme tous les triathlètes, j'ai ma montre d'entraînement que j'utilise au quotidien et pendant longtemps. En ce moment, je suis partagé entre la Fenix 5 Plus, la Polar Vantage V et parfois l'Apple Watch pour certaines applications particulières. Mais c'est vrai que les autres montres que je renvoie chez les fabricants, après 3-4 semaines de test, forcément, le vieillissement, je peux pas m'en rendre compte. Moi, j'invite tous nos auditeurs qui nous suivent déjà à nous dire ce qu'ils ont pensé de notre épisode d'aujourd'hui sur toutes les plateformes de podcast qui existent et avec lesquelles vous nous écoutez. Et d'ailleurs, en parlant de cette plateforme de podcast, n'hésitez pas à aller y mettre des étoiles, des pouces, des commentaires. Plus vous en mettrez, qu'ils soient bons ou pas, s'ils sont pas bons, ça nous donnera des axes d'amélioration. Et s'ils sont bons, ça nous permettra de remonter dans les rankings et donc de nous faire encore plus connaître. Et à vous de partager le bonheur avec vos amis. On espère en tout cas que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Et puis une dernière chose, Hermano, peut-être qu'on peut inviter nos auditeurs à vaincre leur timidité parce que aujourd'hui, lorsqu'on enregistre ce 3e épisode du podcast, malheureusement, personne n'a encore laissé de questions audio sur la plateforme. Ah oui, alors effectivement, on peut aller sur le site podcast.nakan.ch. En page d'accueil, vous avez un gros bouton qui est « Nous poser une question ». Donc vous cliquez dessus, on vous explique la procédure. Et puis, si vous êtes un adepte de Anchor, vous pouvez aussi laisser un segment audio. Et puis, de toute façon, maintenant, avec des smartphones, avec nos smartphones, on a tous un dictaphone ou un enregistreur de son. Quelle que soit la qualité, vous cliquez sur « Enregistrer », vous nous faites part de votre petit commentaire audio où vous nous posez vos questions. Vous nous envoyez ça par les réseaux sociaux sur lesquels vous nous suivez. Et puis, on se fera un plaisir soit de répondre à vos questions, soit de diffuser votre petit segment audio dans le prochain épisode pour partager avec vous.
Voilà, ce sera avec grand plaisir. Donc ne soyez pas timides, osez poser vos questions et puis nous, on y répondra avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup Greg pour cet épisode et puis je te donne rendez-vous dans 15 jours. Merci à toi. Mais oui, dans 15 jours pour un prochain épisode du podcast. Salut tout le monde, salut les sportifs. À bientôt.